Grenade d'organiser le premier colloque international. Il était presque le seul en 93. C'était l'anniversaire du 20e anniversaire du colloque de Paris de 73. Et ça fait 10 ans du fait qu'on a créé notre journal Le Monde Danadé. Et à l'époque, c'était le 40e anniversaire de la disparition de feu Moulay Mouhen. On avait organisé aussi ici à Rabat un débat sur Mohamed Abdelkrim, vous savez, c'est là où nous a permis de connaître pas mal d'amis. L'un de Dr Mimoun Chakel, depuis cette date-là, on est assez par comme d'autres amis ici à Rabat. Alors, cet anniversaire de ce conteneur, on ne pouvait pas la rater. On a voulu, malgré le fait qu'il y a du football aujourd'hui, marquer ce 6 février exactement. Et c'est exactement 6 février 1963 que Abdelkrim a disparu et il est enterré toujours au Caire, en Égypte. Depuis là, ce qui est un peu marquant, ce qui s'est passé dans les années 20, c'est toujours un thème d'actualité en Espagne. Ça marque. Et même en France. Il y a dernièrement des reportages comme celui de Daniel Klink ou le livre de Nicolas Marnier. Ce qui est un peu bizarre en Espagne par rapport à l'histoire de la guerre de libération qu'avait menée Mohamed Abdelkrim et les tribus de Rif, c'est qu'il y avait un certain, on l'appelle expediente Picasso, le rapport du général Picasso. Ce rapport, il a été vraiment mis sous silence jusqu'à quelques années seulement, où il est apparu. Et c'était le rapport qui est à l'origine, c'est très important de le connaître, à l'origine du coup d'État de Primo de Rivera en Espagne. Ça veut dire, ce qui se passe ici, il avait des répercussions directes sur la péninsule ibérique et au-delà. Pour ne pas m'étendre beaucoup, je vais juste vous lire une lettre que je viens d'écrire, dirigée au président François Hollande. Ce qui se passe actuellement avec le Touareg, en quelque sorte, ça rentre un peu dans ce Françaises interagissent là-bas, et je vais vous dire un paragraphe rapide, extrait de cette lettre. Ainsi, ceci, dans la première colonisation, la France avait utilisé les troupes sénégalaises, et là c'est le tour à l'armée corrompue, putschiste malienne, formée fondamentalement de Bambara. C'est le même scénario lorsque votre empire a combattu la République confédérée des tribus de Rif, que son président Mohamed Abdelkrim avait créé et qui vécu de 1921 à 1927. De 1924 à 1926, la France avait mobilisé une armée plus importante que celle de la Deuxième Guerre mondiale. Une armée dirigée par plus de 40 généraux, dont le maréchal Pétain, et plus de 700 de déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'est un peu l'introduction. J'espère que dans le débat, et avec les interventions de nos grands chercheurs ici assis, on aura largement de quoi en discuter. دابا نعطيو الكلمة للسي عبد الساري ونستبدأ أنا السي عبد الساري على كتاب محمد كيفين مصطفى من القبيلة إلى الوطن وربما حتى الناس كاين واحد جزء التواصل ما بين هذا الموضوع وهذا. أنا سأختصر في هذه الورقة التي كتبت لهذه الندوة الجديدة على موضوع واحد، هو البحث في كيفية إنشاء نقل الفكر السياسي المغربي من مستوى القبيلة إلى أفق
الوطن. هذا هو البحث الذي خصصت له كتابا، وسأختصر الكلام كثيرا لأركز على هذا الموضوع. وقبل ذلك لا بد أن أشكر جريدتنا أن أقرأها منذ ميلادها وتنقصني بعض الأعداد أطالب بها، لأنني أريد أن أجمع هذه المجموعة لأهديها إلى مكتبة عبد الخالق التفسير. اسم محمد بن عبد الكريم الخطابي برز في العقد الثاني من القرن العشرين كزعيم انفرد بخاصية من بين سائر رجالة عصره، كما تفوق بتلك الخاصية على أسلافه، وهي قدرته على قيادة جماهير فقيرة من بيئة قروية صحيحة الموارد، وذلك بأسلوب لم يسبق له مثيل في تاريخنا. بواسطته تمكن الخطابي من تحقيق انتصارات عسكرية ظاهرة وبناء تجربة سياسية راقية، وهذا هو موضوع محمد بن عبد الكريم الخطابي. اسم انتشر في الآفاق وبسرعة إلى عما صداه العالم بأجمعه، وذلك لأنه حقق انتصارا عسكريا ظاهرا ما زال إلى اليوم يمثل حدثا عسكريا يدرس في الأكاديميات المختصة، واستمر بنفس الأسلوب يحقق النصر وراء النصر طيلة ما لا يقل عن 5 سنوات على طول الواجهة المتوسطة للمغرب المفتوحة على أوروبا والعالم. غير أن ما أود أن أتطرق إليه هنا هو التأمل في التجربة الفريدة التي قادها الزعيم بن عبد الكريم في بناء وحدة وطنية وتعبئة الجماهير من أجل أهداف واضحة في ذهن القائد وواضحة في ذهن الجماهير. أعني عمل يبدأ من أجل إقناع مكونات قبلية متفتتة ومتنافرة، عمله يبدأ من أجل إقناع هذه المكونات بواسطة بيداغوجيا سياسية متأنية حتى أقنعها بأن تقلع عن تنافرها وتفتتها وأن تتوحد في عمل مشترك. والجدير بالذكر أن تلك التجربة دامت نجحت لمدة أكثر من 5 سنوات. لنرجع إلى العقد الثاني من القرن العشرين، حيث بسائر أنحاء المغرب المتدهور الذي سقط في شرك الحماية والتقسيم كانت عبارة عن بنيات صغيرة متطاحنة، حتى أنه لم يكن ممكنا بالكاد عقد السوق الأسبوعي دون أن ينتهي بلعلعة الرصاص بسبب قضايا الطائرة فيما بين العائلات. كان الجيش الأفغاني لا يزال متربصا في ليبيا يتحين الفرص للانقضاض على المناطق المجاورة التي وضعت اسميا تحت الحماية الإسبانية، وأمكن للريفيين أن يتركوه مجمدا حيث هو في ليبيا لمدة تزيد عن 9 سنوات بعد انتظام الحماية. وحين أحس الخطابي يعني الإسبان أحسنوا الخطط للانقضاض على مخازن ليبيا، بدأ بدوره يعد المواقع الدفاعية لصد الإسبانيين حينما يتحركون. فكان أول ما فكر فيه هو عقد حلف بين بني اليمن وقبيلة سامية، وكانت العملية شاقة، وحتى في السنة الأولى كادت تنضم إلى التحالف قبائل مارا، ولكن دسائس المراقب التقاش ومناورات الطرقيين من أتباع برقاوة الذين كانوا يتحركون بأمره أفشلت ذلك التحالف
تحالف بين الغيرة والرياضة إلى حين ذلك أن عبد الكريم تمكن من إقامة هذا الجيش. وفي نهاية الأمر أمكن توسيع التحالف الجهادي فأصبح يضم كل ريف الشرق وغرب تنادى الناس في أجدير إلى الاحتفال بكيفية خارقة للعادة بذلك الحدث الاستثنائي، وقرروا إخراج سرج مطرد بالقلب كان محفوظا في المخزن ليضعوه على طرف الأمير قائلين: متى يحق لنا الاحتفال بنصر إذا لم يكن هو الدخول إلى الشام؟ راجعوا الخريطة لتتبينوا المساحة التي شغلها المجاهدون في تلك اللحظة من أنقران إلى الشام، وكان الأثر واسعا لذلك الحدث في منطقة الجبالة، أي اتساع رقعة الجهاد، لأن المجاهدين الجبليين قرروا حينئذ الانضمام إلى الحركة الخطابية بعد أن لم يروا من زعيمهم المحلي الرسولي إلا التخاذل ولا التجارة باحتياجه الشخصي بالانتصارات التي كان يحققها مجاهد الجبلة على الإصلاح. وهنا انقلب المجاهدون الجبليون على الرسولي ودخلوا معه في معركة انتهت بأسره وإرساله إلى أنجيل، حيث مات في الأسر عند المجاهدين. وتابع المجاهد خبير وهو من أساطير العمل في الجبهة الغربية، تابع العمل الجهادي في الريف الغربي حيث ظل يقلب تطوان حتى بعد أن انتهت حرب الريف، إذ أن آخر معركة خاضها خبير كانت في 26 نوفمبر 1917. وهكذا فإن ابن عبد الكريم نجح فيما لم ينجح فيه أحد من قبل، حيث كان قادة المقاومة المسلحة ينتظرون في تراب قبيلتهم أن يصل إليهم جيش الاحتلال ليحملوا السلاح حينئذ لصده. كان الخطابي يعبئ الجماهير لكي تكون مستعدة للمقاومة، وللوصول إلى ذلك كان يؤلف فيما بينهم ويذنب الخلافات التي بينهم ويصفي النزاعات التي كانت تفرقهم وجلها سطحية ولكنها عويصة على الحل، وتمكن من أن يرفع تفكيرهم من مستوى القبيلة الضيق إلى مستوى الوطن. وهذه هي الأطروحة التي تنتظم البحث الذي نشرته في السنة الماضية، وبينت ذلك بالاستعانة بالكرونولوجيا، كرونولوجيا الأحداث، وبتطور الأوضاع في ميادين القتال. وبينت أن تلك الدعوة إلى الوحدة قد جلبت إليه القلوب، وأنها شملت قبائل جنوب الحدود مع المنطقة السلطانية مثل السنة وابن الصفوان وابن السارة، وكل هؤلاء بعثوا نفوذهم إلى أجدير طالبين الانضمام إلى المجاهدين. وكان يميز عمله في المناطق المحررة أنه كان يقيم فيها بنيات إدارية. Une manifestation qui se passe dans le Grand Rif, qui ne porte la photo, le nom des slogans relatifs à l'Ukraine, voire même le drapeau de la République est prévu confédéré du Rif. Secondo, les associations organisent régulièrement des manifestations culturelles, colloques et rencontres autour ou sur l'Ukraine. Perçu enfin, contrairement au passé, de plus en plus de publications, livres, revues et journaux remettent régulièrement le personnage à l'ordre du jour. Récemment, le forum Mohamed Al-Khattabi, qui vient de s'être constitué, a décidé de faire de 2013 l'année d'Al-Khattabi. Alors, pour connaître de la relation entre l'actualité de la pensée politique du président Al-Khattabi par rapport aux questions fondamentales du Maroc d'aujourd'hui, il faut bien sûr savoir ce qu'il en est de la pensée politique de l'émir du Rif, d'une part, et des questions politiques et institutionnelles actuelles
Maroc aujourd'hui d'autre part. Sans a priori aucun, j'essaierai de vous présenter dans quelle mesure ou limite la thèse selon laquelle la pensée politique la plus crédible d'aujourd'hui l'actualité se vérifie ou ne se vérifie pas. La présente communication doit d'abord avec cette particularité que l'émir se refusa à devenir le sultan. Ses souhaits et buts avérés étant bien d'autres que le pouvoir pour le pouvoir. Des réformes religieuses à l'encontre du pouvoir des Zaouïas et de leurs pratiques des usages. Un État confédéré regroupant les tribus du Grand Rif au sens large et géographique du terme. Des réformes juridiques et institutionnelles, des voies de communication, des routes, etc. Aujourd'hui encore, au Maroc, les démocrates sont convaincus de la nécessité de réformes au plan du droit, de l'État et des institutions pour aller vers le progrès et le développement, la démocratie. Récemment, le Maroc a eu droit à une nouvelle constitution, adoptée par voie de référendum. Toujours est-il que cette dernière, sur nombre de questions, principes et valeurs, est loin d'être effective. Les lois organiques sont encore attendues. Que dire quand ces mêmes lois organiques seront votées? Que dire des décrets et arrêtés d'application? On risque d'attendre, je crois, beaucoup trop de temps. Le droit et les institutions ne valent que par l'application, la mise en œuvre qui sont faits ou qui ne sont faits pas. Il ne suffit pas d'avoir du droit proclamatoire. La refonte et la mise en œuvre effective de réformes institutionnelles et juridiques, consacrant des principes et valeurs selon les standards universels démocratiques, est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Troisième point, l'intégrité territoriale et le parachèvement de l'indépendance nationale dans les frontières authentiques du Maroc. Les frontières authentiques du Maroc, d'avant les protectorats, avec ce que l'on appelait dans le temps l'empire chérifien marocain, vont depuis la Méditerranée au nord jusqu'aux confins du Sénégal au sud, avec à l'est les frontières avec l'Algérie, au-delà du Sahara oriental, dont plus personne ne parle aujourd'hui. L'un des problèmes les plus épineux du Maroc contemporain demeure l'affaire du Sahara occidental. Les accords d'Esquiva sur ce qu'ils furent et l'émir les contesta pour ce qu'ils consacraient comme situation anachronique, en particulier en ce qui concerne le Sahara. Aujourd'hui encore, l'affaire du Sahara, ne serait-ce qu'occidental, n'est pas encore réglée. Quant aux villes et présidents du nord du Maroc, ils sont encore occupés par l'Espagne et la question ne figure même pas à l'ordre du jour de l'agenda de l'État marocain. Pourtant, le Maroc est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et la question des frontières authentiques du Maroc n'est pas à l'ordre du jour de l'État marocain, des institutions internationales et autres entités concernées. Quatrième point, un point extrêmement important et qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'autonomie des régions et de l'État fédéral. L'autonomie du RIF fait partie des questions abordées ici et là de façon plus ou moins claire à travers des notions telles que la régionalisation avancée, etc. La plus haute autorité du pays au Maroc et son prédécesseur avant lui ont eu l'occasion d'exprimer en plusieurs reprises, dans leurs discours respectifs, une vision pour le développement du Maroc dans le cadre d'une politique de régionalisation, notamment en orientant vers le modèle zélandais pour Hassan II, ou vers une forme de régionalisation basée sur l'histoire du Maroc pour Mohamed VI. Faut-il rappeler que les structures du Maroc d'antan, au regard de l'histoire, consacraient davantage, bien davantage, qu'une simple autonomie des tribus avec le Bled Siva et le Bled Marfour. Les tribus dont il s'agit de parler tout à l'heure étaient de véritables républiques indépendantes, autonomes et qui reconnaissaient, c'est vrai, le pouvoir de l'autorité spirituelle centrale du sultan. L'autonomie des grandes régions du Maroc, de façon à consacrer davantage les principes de responsabilisation
démocratisation est perçue comme une issue pour des pôles de concurrence entre les régions sous l'autorité de la bannière rouge à l'étoile verte. Plusieurs colloques et rencontres se sont tenus au Maroc autour du thème de l'autonomie des régions. Or, là encore, Mohamed Abdelkrim Khattabi fut un précurseur, puisqu'il fut envisagé à plusieurs reprises dans les plans de l'émir la question de l'autonomie du Rif. Bien plus, cette autonomie fut mise en pratique et le pouvoir politique exercé au début du siècle de l'émir dans le cadre d'un État. Cinquième point, la sagesse, l'équité et la réconciliation avec le Rif. Lors des premières années de l'indépendance politique du Maroc, le Rif connut les événements sanglants de 58-59. À la suite, le défunt sultan Mohamed V avait rendu visite à l'émir à sa résidence en Égypte et l'avait invité à rentrer dans son pays. Ce à quoi l'émir avait exprimé certaines réserves. Comment lui demander de retourner dans son pays alors que le Rif venait de subir les tragiques et violents événements de la répression, que plusieurs leaders rifins et autres de l'armée de libération nationale étaient liquidés, ce à quoi le défunt sultan aurait répondu que tout cela était le fait d'un certain parti politique. Réponse lourde de conséquences. L'émir se refusa à retourner dans son pays tant que l'indépendance et le recouvrement de l'intégrité territoriale des pays maghrébins n'étaient pas entièrement acquis. Tant que la démocratie, la liberté, l'égalité et la citoyenneté n'avaient pas droit de citer, etc. Au-delà du discours, les conditions souhaitées par l'émir de son vivant sont-elles aujourd'hui réunies? Point d'interrogation. Sans parler de la question de l'intégrité territoriale. Qu'en est-il de la démocratie, de la citoyenneté, de l'état de droit, des infrastructures, tout particulièrement dans le Rif? Le Rif est-il au même niveau que Rabat, Casablanca, Fès ou Marrakech? La réconciliation avec le Rif et les Rifins passe par la mise à niveau du Rif, par un plan de développement durable, approprié, bénéficiant à l'ensemble de la population locale. Probablement aussi par la responsabilisation de ces mêmes populations et élites locales, par une régionalisation de développement conséquente à travers une véritable autonomie. Comment d'ailleurs envisager sérieusement une initiative pour l'autonomie du Sahara et ne pas l'étendre à d'autres régions et au Grand Rif en particulier? Les Marocains ne seraient-ils pas égaux en droit et en devoir? Sixième point, la question de la diversité culturelle et linguistique. Le Maroc, nous le savons, s'est résolument engagé dans la reconnaissance de ce que le Maroc est un pays amazigh. Que la langue berbère, la langue amazigh, est l'une des composantes essentielles de la culture de la majorité de la population. Le mouvement amazigh au Maroc a milité et milite en faveur de la reconnaissance de l'identité amazigh du Maroc, et la dernière constitution a fini par reconnaître l'amazirité du Maroc. Abdelkrim fut journaliste, chroniqueur en chef de la République en langue arabe du Télégramme avec Rif, mais il fut aussi professeur de Sihaf, tout comme il pratiquait l'espagnol. Dans ses écrits, il réaffirme et affirme son identité amazigh. La langue amazigh est aujourd'hui reconnue dans la Constitution comme officielle, mais cela ne suffit pas et la mise en œuvre de cette constitutionnalisation est encore loin de l'être. Septième point, l'islam tolérant. L'islam tolérant est libéré de toute interprétation obscurantiste et la voie officielle prônée et suivie par le Maroc. Là encore, l'émir fut un précurseur. Ses plus fervents adversaires furent les religieux des Zaouïas ou marabouts qui, de façon égoïste, défendaient leurs privilèges et intérêts. Abdelkrim ne mena pas une guerre sainte contre les agresseurs espagnols et français, mais une guerre de libération pour la dignité, la liberté et l'égalité. Loin d'être une guerre de religion, la guerre du Rif fut une guerre contre l'agression, l'occupation et l'oppression d'un peuple libre et avide de son indépendance, avait dénoncé une chimique de destruction massive. Cette question se retrouve aujourd'hui
faisant l'actualité suite aux actions menées par la société civile, dont le groupe de recherche sur la guerre chimique contre le risque. Diverses actions ont été menées ou sont en cours afin de demander reconnaissance et réparation pour les crimes consécutifs à l'utilisation des armes chimiques de destruction massive contre le risque. On pourra revenir tout à l'heure dans les débats plus largement sur cette question, un sujet là encore qui est extrêmement d'actualité. Voilà, ce sont les quelques différentes hypothèses introductives de travail et de débat que je vous propose à la discussion en vous remerciant vivement pour votre attention. Merci. شكرا دكتور ميمون الشرقي. بالفعل الولايات تلاحظ بان عبد الكريم محمد عبد الكريم الخطابي عنده فكر متقدم بعد نظر، ولكن السؤال اللي كان ربما لازم يطرح واش المغرب استفاد من هذا الفكر هذا، واش المغرب استطاع يجاوب على هذه الاسئله ديال الفكر المتقدم ديال محمد عبد الكريم الخطابي. المداخلة الثالثة ديال الأستاذ رشيد الشتي، باحث بجامعة محمد الحامي السوسي، مؤلف كتاب إسبانيا وغيرها الشريف محمد أمكيان. مرحبا في الشتي والخطاب. السلام عليكم جميعا. حقيقة فأنطلق من حيث انتهى الكلمات على أساس أنه أول سؤال يتبادر إلى الذهن بالنسبة للشباب، بالنسبة للمغاربة الآخرين الذين لا يعرفون مشكلة الاستعمار الإسباني، ولماذا لم تستمر هذه التجربة؟ ربما هذا هو السؤال، وسيكون الجواب ربما من خلال قراءة مجموعة من هذه الوثائق والأرشيفات التي في الحقيقة حصلنا عليها من خلال دور الأرشيف الموجود في قصر فانسان بباريس دائما، وزارة الحربية، وحتى وزارة الخارجية الفرنسية دائما، يعني بالكي دورسي. وستلاحظون بجمع هذه الوثائق يكون ربما كما قال الأستاذ يعني اكتملت الصورة الآن أننا لدينا ملف يمكن أن نستند إليه في الدفاع عن هذه المشكلة التي لا زالت تؤرق المغاربة بصفة عامة ومغاربة الشمال بصفة خاصة. استحضر بأن السنة الماضية كان مجموعة من البرلمانيين قد أثاروا هذه القضية، واعتقدنا بأن المغاربة سيمنحون منحى جديد في علاقتهم بالآخر في المطالبة بحقوق المغاربة، لكن بكل تواضع أو بكل فهمنا بأن لم تكن تلك إلا عملية من عملية النفاق السياسي الذي طبعا كان على هؤلاء العاصمة أجدير من حقق حصول طبعا معاقد أنوال الشهيرة، ثم منطقة العاوي، وهذه النقاط بالإضافة إلى الغربلان فهي نقاط حساسة عند الإسفار. الوثيقة الأولى التي أنطلق منها هي عبارة عن تقرير استخباراتي سري بطبيعة الحال قام به دائما الفرنسيون الذين كانوا بطبيعة الحال يوجسون خيفة من الإسبان بطبيعة الحال وعلاقتهم، فكان لابد بأن المكاتب تقوم بتغطية استخباراتية. وهذا التقرير الأولي هو بعنوان Les Allemands et les bateaux allemands en Libya. يقول طبعا بصورة تنسيق يعود إلى مسؤولين ألمان، أما عماله فهم إسبان وأهالي. ومرة في الشهر يحكي التقرير كيف تأتي باخرة ألمانيا لتمويل المصنع بالمواد الكيماوية، وخلال الرحلة الأخيرة كان من بين الركاب مهندسون ألمان، غير أن قليل منهم من استقروا. ثم ينتهي التقرير بالحديث عن هذه الشركة الألمانية التي تفد إلى ليبيا، طبعا بذكر اسمها اللي هي ريدري روتشلين هنسل، ومكانها هو هامبورغ، وكيف أن بواخرها الكثيرة التي كانت تحج إلى ميناء ليبيا لتزويد الإسبان
بغاز الخردل طبعا البواسير طلال وهانس وفورشمان وميسل وصار. الوثيقة التالية بطبيعة الحال وبعنوان غاز أسفيكسيون، يؤكد مخبر هذه الوثيقة أن للإسبان أيضا مصنع للغاز بمنطقة فينيكس وقرطاجنة وأن هذا المصنع يقوم بتصنيع هذا الغاز على مستوى عال وأن ستكون له نتائج مهمة، وبالتالي يحكي كيف أن هذا الاستثمار في الغازات الكيماوية هو باتفاق بين الجنرال بريمو دي ريفيرا الذي قام بالانقلاب على الملك الفونسو الثالث عشر وبين إدارة ألمانيا طبعا من الدرجة العليا. ثم ينتهي المخبر بأن حينما سئل عن لماذا الذي يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف على حرب الإسبان على المغرب، يجيب بأنه يتم استعماله الآن وعلى الأرجح في قطاعات معينة، لكن بشكل